Allô 1, 2 25 septembre 2010, dans un café luxembourgeois. 1, 2 1, 2 Bon bah le petit truc vert monte et descend quand je parle, donc je suppose que c'est bon, hein. Je ne comprends pas pourquoi vous tenez tant que ça à enregistrer cet entretien. Et disons que j'aimerais le confier à quelqu'un à qui je dois des explications, je pense. Soit, ça ne me dérange pas. Je vous en prie, commencez. Bonsoir donc, je me présente, je suis maître Leonard Schneider. J'ai commencé ma carrière de juriste assez jeune, j'étais tout juste sorti de la fac de droit, et je travaillais comme assistant stagiaire pour maître Weiken-Kubris, le vieux notaire dont les parents Grimm étaient clients. C'est d'ailleurs à cette époque que j'ai rencontré le petit Esba, encore tout jeune. Ensuite, que dire ? En ce temps-là, vous savez, j'étais complètement accro au jeu, je suis guéri maintenant, mais alors, de partie de poker en partie de poker avec les potes de la faculté, j'en étais vite arrivé à fréquenter les casinos et je cumulais d'énormes dettes de jeu. Puis, un soir, au grand casino de Monte-Carlo, j'ai rencontré Monsieur Flagstaff alors qu'il me plumait tout mon argent au blackjack. Ce drôle d'entrepreneur canadien s'était montré vraiment très intéressé quand je lui ai raconté que je travaillais pour la famille Grimm. Flagstaff Chemicals Company, Colombie-Britannique, 27 septembre 2010. Ah bah, ça a pas trop changé ici. Ah, bonjour, monsieur Flagstaff. Tu fermes ta gueule. Bien dit, monsieur. Il m'en veut toujours, on dirait. Pardon? Vous êtes maître Schneider? Oui, c'est moi. Il me semblait bien, ouais. Vous êtes venu rendre visite au sujet du bloc 6? Oui, j'avais pris rendez-vous la semaine dernière. Bien, suivez-moi. Mais vous devrez subir une fouille préalablement, ça va de soi. J'ai apporté un cadeau pour lui, c'est permis ? Ouais, on verra ça, entrez là. Après une fouille humiliante et un peu de paperasse, Voilà, attendez ici qu'il termine avec son visiteur d'avant vous, puis vous aurez droit à 5 minutes, pas plus. Au revoir, Clarisse. Thank you. Bonjour, monsieur Grimm. Tiens, voilà mon Judas préféré. Comment vont vos pièces d'argent? Ben vous avez l'air en forme, hein. Mais en tout cas, on voit qu'ils tiennent à vous, hein. Toute cette sécurité, là... Ah, ça, c'est parce que j'ai essayé de me barrer il y a 2 jours, alors il stresse depuis. Mais bref, vous êtes venu me narguer ou... Écoutez, monsieur Grimm, j'aurais voulu dissiper les malentendus concernant les actions qui me lient à votre famille et... Vous appelez ça comme ça, vous? D'ailleurs, je pensais en profiter pour vous faire un petit cadeau. Du martini? Eh bien, j'y avais pensé, mais on me l'a confisqué lors de la fouille. Ils disent que ça va perturber les tests si vous avez de l'alcool dans le sang. N'en parlez pas, ça doit faire 1 semaine que j'ai soif. Enfin bref. Tenez, je vais vous apporter mon dictaphone, ça pourra vous occuper de continuer vos histoires, là. Ah, ouais, c'est plutôt pas trop antipathique, hein, comme geste, mais c'est normal que ça enregistre, là. Oups, il a dû se déclencher par accident quand je l'ai mis dans ma poche en partant. Mais peu importe, hein. Tenez, voici quelques cassettes pour vous enregistrer, hein. Écoutez, je savais que je n'aurais pas le droit à beaucoup de temps en venant vous voir, donc tout ce que j'ai à vous dire, je l'ai mis sur cette petite cassette rouge, et je serais assez soulagé si vous l'écoutiez, monsieur Grimm. Ouais, on verra. Bon je vous retiens pas, hein, ils vont pas tarder à venir me chercher pour les tests du jour de toute façon. Ouais, ils vont encore me piquer et me carotter de partout, tout ça, vous voyez le genre, hein. Je suis vraiment désolé, monsieur Grimm, vous savez. En plus, ça ne doit pas être facile à endurer, tous ces examens. Et en plus, les infirmières sont même pas jolies. À bientôt, alors. C'est ça. Bon voilà. J'ai quelques minutes à tuer du coup, alors peut-être que je pourrais effectivement en profiter pour improviser une merveilleuse histoire dans l'espoir de, qui sait, la sortir un jour et... C'est quoi ça? Un genre de vortex bleu mauve de merde et tourbillonnant qui vient de s'ouvrir dans ma cellule? C'est encore une de leurs expériences à la con ou quoi? Mais
Ce drôle d'entrepreneur canadien s'était montré vraiment très intéressé quand je lui ai raconté que je travaillais pour la famille Grimm. Pourquoi ça? En fait, même s'il était scientifique et PDG d'une entreprise en pharmacologie, cet homme était réellement passionné et même convaincu par l'existence de capacités surhumaines données par des gènes rarissimes. En gros, il voulait essayer d'isoler et d'exploiter des gènes comme celui de la jeunesse éternelle, de la force herculéenne ou encore le gène de l'immortalité. C'est pour ça que les Grimm l'intéressaient? Oui, des enquêtes qu'il avait commandées indiquaient qu'il y avait eu un cas de gène de Nosferatu, ou de vie éternelle si vous voulez, dans leur famille au Moyen-Âge. Et les dossiers médicaux qu'il avait achetés montraient que le jeune Esba en était porteur, même si, en fait, ce gène ne se réveille qu'une fois son possesseur adulte. Et c'est là qu'on vous a demandé d'agir. Oui, Flagstaff m'a proposé d'éponger toutes mes dettes si je travaillais pour lui, tout en restant au service des Grimm. Il a juste précisé qu'il ne faudrait pas avoir peur de me mouiller les mains. Et je ne savais pas, alors j'ai accepté. Il vous a commandé un meurtre, c'est bien ça? Il voulait pouvoir adopter le jeune Esba pour le disséquer le moment venu. Aussi, j'ai dû assassiner les parents Grimm. J'ai essayé de rendre ça le moins personnel possible. Je n'avais pas la force de les voir mourir devant moi. Le comble de la lâcheté, je suppose. Ne soyez pas si dur avec vous-même. Continuez, je vous en prie. Voilà, je l'avoue, j'ai saboté les freins de leur voiture. Ils devaient aller en ville ce soir-là, et il y avait ce tournant en pente et en tête d'épingle. Je savais qu'ils devaient l'emprunter pour y aller, alors... Seulement... Ensuite... Rien ne s'est passé comme prévu. On dirait qu'il se réveille. Oui, et il ouvre les yeux. Mais que... Quoi? Bienvenue, Esba Grimm. Nous vous attendions. Ah bon? Je suis où, là? Vous êtes dans le palais royal, demeure de notre régent, en la capitale du royaume lointain sans lettres, à une époque située entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Quoi? Il ne semble au courant de rien, il va falloir tout lui raconter, je le crains. Fichtra, étonnant de voir un élu aussi peu impliqué. On est bien sûr que c'est lui, du coup. Oh là, de quoi? Élu de qui, de quoi, de quand? Je me suis présenté à aucune élection, moi, oh là là. Le voyage nous l'a tout cassé. Oh là, serre, allez préparer un bon grog pour le seigneur Grimm. Bien, monsieur, j'y cours. Ça vous fera du bien, vous verrez. Allez, suivez-nous. Je suis mandaté pour vous conter les aventures d'Esba Grimm lorsqu'il fut aspiré en le monde des histoires sans début. Ce que vous allez entendre est un montage des enregistrements captés par le magnétophone offert par Maître Schneider tout au long de l'aventure de notre ami conteur, même si certains passages de trop mauvaise qualité ont dû être reconstitués à l'aide d'acteurs. Mais soit, dans l'un des petits salons du château, quelques explications vont être données. Y a pas à dire, un peu d'alcool, et ça repart. Forte joie m'en est de vous voir si vite rétabli, seigneur Grimm. Et donc, bref, vous dites que je suis ici dans le monde de mes histoires sans début. Absolument. Ah, ces vils charcuteurs de la Flagstaff m'auront sans doute injecté quelques merveilleuses drogues pour me rendre docile le temps de me faire leur test. Et tout ceci ne sera probablement qu'hallucination psychomentale ou je ne sais quoi d'autre. Je ne vois que ça, moi. Êtes-vous au fait du mythe des muses, seigneur Grimm? Et aussi, juste en passant comme ça, c'est qui lui? Et puis vous? Nous y viendrons après, écoutez-le. Voyez-vous, en vérité, l'homme ne crée de lui-même que très peu de récits. Allons donc. Il existe multitude d'univers parallèles à la Terre, et ce sont les muses, ces êtres espiègles, qui voyagent et soufflent aux oreilles de leurs habitants les épopées des mondes voisins. Autrement dit, vos histoires improvisées vous étaient en fait contées spirituellement par des muses, maître Grimm. Vous dites qu'il existe des esprits de gonzesses qui n'ont que ça à foutre que d'aller commérer dans l'oreille du peuple. Eh oui. Bah notez, c'est un peu le principe de la radio, donc au fond... et au fait, juste en passant, ça tombe bien qu'on parle français dans votre univers, quelle chance, Ah ben j'ai plus de crocs, tiens. Quoi qu'il en soit, c'est ce lien qu'elles ont tissé entre vous et ce monde qui est sans doute responsable de votre venue, et par ce fait, de l'accomplissement de la prophétie. Et
C'est là qu'on en vient, mon ami et moi. Il était temps. Sir Gustave Chambrol n'est autre que le scribe attitré du régent, et je suis pour ma part Gonzague, le ministre des prophéties. Comprends pas. Notre régent, élu comme tel après que notre bon roi Client Ier ait disparu, est un dirigeant très en avance sur son temps. C'est-à-dire que lorsqu'il parle, il dit des choses qui n'auront de sens que dans l'avenir. Quoi? Voyez-vous, les phrases qu'il dit dans le présent sont ses interventions dans des conversations qui n'auront lieu qu'entre 1 jour et 3 mois après qu'elles aient été dites. Le scribe est donc chargé de toutes les noter et moi de savoir quoi en faire au bon moment, voyez-vous. Ah, je vois. Or, Seigneur Grimm, le régent a parlé de vous il y a quelques semaines, et à présent, vous voilà. Il va falloir compléter sa conversation d'alors avec vos réponses. Suivez-nous, vous allez rencontrer le régent. Plus tard, à l'entrée des appartements du régent. Nous y voici, vous êtes prêts? Annoncez-nous, soldats. Ziva, comment tu me parles? Qui t'es d'abord? Juste un ministre. Oh, Ziva, c'est bon, hein, putain. Ah, sire, y a du monde. Putain, vas-y, quoi. Mais on me demande de régner, de guerroyer et de vaincre. Je dois comprendre quoi, là, moi? Ne faites pas attention, le régent doit encore sans doute parler de batailles à venir dans une guerre future. Nous avons conquis l'île. Ouais, faut voir, des fois après, on comprend que c'était que des parties de stratégo. Nous sommes implantés à l'ouest et nos positions sont solides. Bon, ministre, faites votre travail. Je dois pour ma part noter toutes ces nouvelles phrases. Bien, si j'en crois les paroles transcrites dans ce recueil à la date du 12 juillet dernier, il semblerait que vous soyez venu en ce monde pour nous sauver du chaos, maître Grimm. Quoi? Moi? Sauver un royaume du chaos? Oui. Comprenons-nous, la princesse, héritière légitime du trône, celle-là même qui, il y a 10 ans, avait trahi son père, notre roi, et ce qui l'avait d'ailleurs précipité dans le coma. Ouais, je sais tout ça, eh bien. Elle est soignée en un hospice à Voisinia, la ville voisine, et les médecins sont formels. Elle manifeste depuis quelques jours tous les signes d'un réveil imminent. Ah, et vous voulez pas qu'elle prenne le pouvoir? Non, si elle venait à régner, ses ambitions démesurées précipiteraient notre paisible royaume dans la destruction. Et puis vous savez, notre régent, on a fini par s'y attacher. Et j'imagine que c'est pratique son don, là. Oui, le royaume n'a jamais été aussi prospère et paisible. Oh, Ziva, puis une gonzesse au pouvoir, nique sa race, quoi. Mais vous savez, j'ai pas grand-chose d'un héros, hein. Je suis plus du genre à violer la veuve et à manger l'orphelin. Voir l'inverse, alors... Seigneur Grimm, vous ne comprenez pas. Nous savons votre propension pour le mal. Or, un régicide est un crime innommable dans notre monde, et ce, quel que soit le souverain. Donc, personne ne veut s'y coller, c'est pour ça que vous êtes l'élu. C'est vous qui assassinerez la princesse. La situation, bien que plus claire, n'en reste pas moins délicate. Et j'y gagne quoi, moi, hein, à part le merveilleux plaisir du meurtre? Votre mission accomplie, nous vous renverrons en votre foyer, dans votre dimension. Chez moi donc? Pas dans la cellule de la Flagstaff? Vous sauriez vraiment faire ça? Tout à fait. Ah ouais, tiens, du coup, ça m'a l'air pas mal. Alors c'est dit, hâtons-nous. La ville voisine est à 1 jour de marche, et il ne faut pas traîner. Bonne route, moi je reste ici. J'ai des copies à terminer. Je vous accompagnerai, Sir Grimm. Et vous, soldats, puisque vous avez semblé si concernés tout à l'heure, vous viendrez aussi. Oh, Ziva est trop pas cool, j'ai pas envie de gébou, moi. Fais cheuiller. Cheuiller? Ouais, c'est Yéchan Verlan, il faut être un petit peu un jour, Ziva, toi. Les quelques semaines à venir seront décisives. Le groupe se retrouva peu après, armes et bagages rassemblés, au dehors du château, juste devant la grande porte, et prêt pour le départ. Quand soudain... Bien, nous avons tout, nous sommes prêts à partir. Oh, Ziva de merde, pas encore cette chubby. Bonjour, je viens avec vous. Hein, qui c'est? Ah, cette demoiselle, Seigneur Grimm, est Utérine, la fille de notre régent. Ah bah, elle est moche. Je viens avec vous d'abord. Je suis un personnage entièrement fabriqué pour convaincre les spectateurs qu'une femme n'est pas faible et peut tout à fait égaler, si ce n'est même surpasser un homme en situation de danger.
Mais d'où tenez-vous cette armure, Utérine? J'ai écouté votre conversation avec mon père depuis derrière une colonne. Et dès que j'ai su pour cette mission, j'ai été prise d'une envie d'aventure, alors j'ai directement ordonné qu'on me la fasse forger. Et me voilà. Alors je viens. J'y connais rien, hein, mais c'est pas supposé prendre des semaines pour forger une armure sur mesure? Bah ouais, putain. Mais enfin, Utérine, nous aurons probablement à affronter la garde personnelle de la princesse. Il est déjà étonnant que vous puissiez porter une armure qui pèse 2 fois votre poids. Alors comment pourriez-vous brandir l'épée à votre ceinture en plus de tout ça Comment il peut dire ça? Personne connaît mon poids d'abord. Bah, c'est que vous êtes toute maigre, hein, et vous dépassez pas le 1m30. Hein. Et puis, vous êtes une demoiselle de château, vous n'avez jamais manié l'épée ou eu d'activité physique. Comment escomptez-vous, avec vos petits muscles de jeune fille, tuer de lourds guerriers professionnels et surentraînés qui ont survécu à plusieurs guerres, hein? Ouais, on sait plus. Je suis une gentille, et les gentils gagnent parce que c'est comme ça. Hollywood a dit que c'est possible, alors ça l'est, point. Je peux tout faire comme un homme, même que je me suis fait greffer du poil sur la poitrine. Et la semaine prochaine, j'ai une greffe de pénis de programmée, alors vous verrez bien, je serai tout comme un homme, tout comme vous. C'est ça, l'égalité des sexes. Oui. Dites, ministre, je peux vous parler? Oui, allons là-bas. Dites, c'est vrai cette histoire de tout à l'heure, là, avec la garde personnelle de la princesse, tout ça? Aux dernières nouvelles, oui, les 4 soldats que son père avait nommés comme garde rapprochés de sa fille lui sont restés fidèles malgré son accident. Vous réalisez que... Bon, sans être plus lâche que la moyenne, je ne suis, disons, pas particulièrement porté sur les activités pugilistiques en général. Hein. Et c'est sans vouloir vous vexer, mais vous me semblez vous-même plus habitué à manipuler des parchemins que des épées, hein. Ma foi, oui, j'ai d'ailleurs une maîtrise en lettres qui... Donc en somme, seul le soldat a l'expérience du combat. Oui, il a chassé de nombreux chiens errants des jardins du château en son temps. D'accord, on n'est pas dans la merde. Qu'insinuez-vous? Voulez-vous dire que nous nous trompons et qu'il faut emmener Utérine, que nos préjugés sont ridicules et que cette brave fillette, bien que faible en apparence, saura faire ses preuves et nous éblouir par son courage et sa vaillance en nous sauvant la mise au moment du combat? Non. Mais par contre, ça pourrait être intéressant de s'en servir pour distraire les gardes. Les distraire, mais le répertoire d'histoires drôles d'Utérine est assez limité, vous savez. Vous comprenez, une petite jeune fille, de gros gardes virils, à peu près toujours en manque. Oh, je vois, mais le régent ne nous pardonnera pas qu'il arrive quelque chose à sa fille. Pensez-vous, s'il avait dû vous engueuler pour ça, il l'aurait fait il y a des semaines, puisqu'il parle à l'avance. Ah oui, logique. Et donc, on fait ça? C'est d'accord. En tout cas, vous êtes fidèle à votre réputation d'être diabolique, Sir Grimm. Et ouais, c'est tout un art. Bien, c'est d'accord. Utérine, vous venez avec nous. En route, tout le monde. Direction Voisinia. Super, on s'y va, tourne-nous le cum. Nos héros marchèrent tout l'après-midi durant sans rencontrer aucune résistance particulière. Hein. Il y eut bien quelques agressions de moustiques lorsqu'ils longèrent les marécages de l'Est, et aussi ce moment choquant où la jeune Utérine tenta de pisser debout pour faire comme les hommes et inonda ses bottes avec le jet qu'elle ne pouvait orienter. Ouais, bah attendez après ma greffe, pissera bien qui pissera le dernier. Et bref, le crépuscule approchant, nos amis trouvèrent judicieux de regarder après un abri pour la nuit. Oh tiens, il y a une vieille maison là-bas, on pourrait s'y reposer, non? Bonne idée, je vais voir si c'est ouvert. Attendez, on ne devrait pas s'approcher. Sur le panneau, là, il y a écrit « Maison hantée ». Ah bon? Oui, même si le mot « hanté » est écrit bizarrement. Ah ouais, tiens, ça aura été écrit par un pecno, sans doute. Utérine, n'ouvre pas! Cette maison est hantée! Reviens! Trop tard, elle ouvre la porte. Oh mon Dieu, mais quelles sont ces ombres qui s'agitent à l'intérieur? Si, non, c'est moi qui se crie Zorbi. Oh mais regardez, Utérine n'a rien. Elle referme la porte et elle revient vers nous. Utérine, ça va? Ouais, mais qu'est-ce que vous dites? Elle est pas hantée, cette maison. Ah, mais... et le panneau? Eh, vous savez pas lire, c'est une maison hentai. Oh, et donc, ces ombres dedans, c'était des tentacules, et les cris venaient de jeunes japonaises, je suppose. Ouais, je les ai trouvées plutôt bonnes, d'ailleurs, ces filles. Finalement, la compagnie remarqua de l'autre côté du panneau une publicité pour une auberge située derrière une colline proche, et dans laquelle nos amis passèrent la nuit.
Seulement, ensuite, rien ne s'est passé comme prévu. Comment ça? C'est là que vous vous en êtes mêlé, et l'affaire a fait grand bruit. Ce sur quoi le jeune Esba s'est retrouvé projeté sur les feux de la rampe, comme suspect principal du meurtre de ses parents. Le procureur, par contre, n'a pas donné suite au dossier par manque de preuves, hein, vous vous en souvenez sûrement. Après quoi, ils vous ont remercié, le jeune Esba, lui par contre, a été protégé par l'État de Luxembourg contre la furie médiatique. Ils sont allés jusqu'à lui donner une nouvelle identité, car Grimm n'est pas son vrai nom. Et d'ailleurs, ils avaient même confisqué toutes les photos et les images à la presse, hein, on n'avait jamais vu ça. Le père Grimm devait avoir de très bons amis dans les hautes sphères. Flagstaff l'a donc perdu de vue. Absolument, et moi aussi d'ailleurs, hein. Après ça j'ai quitté mon emploi d'assistant pour aller bosser au service juridique d'une succursale de la Flagstaff. Ce n'est que 2 ans plus tard qu'il a ressurgi. Weiken Kubris, le vieux notaire, était mort et me léguait son cabinet ainsi que sa clientèle. Lorsque j'ai étudié ces dossiers, j'y ai trouvé celui d'une promesse de parrainage et de virement de rente au bénéfice d'un enfant nommé Basil Grimm. Ça vous a mis la puce à l'oreille? Non, pas du tout, j'étais juste un peu intrigué. Et fâché aussi, je dois le dire, oui. Accepter de reprendre les dossiers de mon ancien mentor avait fait de moi le parrain d'un gamin. Y a de quoi se sentir un peu floué. Je comprends. C'est lorsque je l'ai vu que j'ai tout compris, mais je n'ai jamais rien dit, j'ai joué le jeu, je n'ai jamais averti Monsieur Flagstaff. J'ai cessé de travailler pour sa firme d'ailleurs, afin de reprendre le cabinet de Weiken Kubris, même si, officiellement, j'étais toujours sous contrat à vie avec la Flagstaff. Et vous vous êtes occupé du petit? Plus ou moins, il a surtout été pris en charge par des éducateurs pendant ses jeunes années. Mais à 16 ans, il a obtenu, d'après le testament, la propriété officielle de la maison des Grimm et une rente de 1000 € par mois jusqu'à ses 21 ans, où il a pu hériter de toute la fortune familiale. Il a eu une vie assez tranquille, finalement, jusqu'à sa condamnation et son exécution. Je crois d'ailleurs que c'est à ce moment-là que Flagstaff l'a retrouvé. Vous pensez? Oui, la presse a publié des photos à l'époque, il l'aura reconnu. Et après le rituel de résurrection, Flagstaff m'a retrouvé aussi. Et il m'a rappelé le contrat qui me soumettait à lui, et du coup, nous avons organisé l'enlèvement de Monsieur Grimm. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé piégé dans les laboratoires clandestins de la Flagstaff Chemicals Company, en Colombie-Britannique. Notre troupe d'aventuriers se réveilla paisiblement dans la grande chambre commune qu'ils avaient louée, Utérine n'ayant pas vu pourquoi elle aurait pris une chambre seule. Ils quittèrent l'endroit et marchèrent quelques heures avant de faire une halte pour se restaurer lorsque le zénith fut venu. Ah, qu'est-ce qu'il y a au menu? Il nous reste 2 poulets et des saucisses. Je vais faire du feu. Ah, super. Oh, quoi? Il n'y a plus de pain, ni de fromage? Non. Oh, si vraiment, je les ai finis ce temps-là. Plus rien de cru? Plus de fruits? Non. Ah zut! C'est un problème? Eh bien, je suis en quelque sorte sujet à un genre de malchance un peu particulier. Comment ça? Lorsqu'on fait du feu, quel que soit le sens du vent, la fumée se dirige toujours là où je suis. Hein? Vous êtes sûr? Oui. Ça y est, le feu est fait. Vous allez voir, Sieur Grimm. Ah ben, ah oui, c'est vrai, tiens. La fumée vient directement sur vous. Essayez un peu de vous déplacer pour voir. Vous allez voir. Alors là, c'est vrai. Hein. Vous êtes maudit, mon cher ministre. La fumée vous suit vraiment partout. C'est pour ça, j'aurais aimé avoir de quoi manger aussi loin que possible de... Moi, je veux une saucisse crue alors. Oh, ce n'est pas très appétissant, mais faudra bien. Ouais, bon alors Ziva, viens la chercher. Hein. C'est intolérable. Bof, la mienne sera plus grosse. Hein. J'aurais encore besoin d'un bon grog, je crois. Après ce festin... Ah ça non, j'ai presque rien mangé, moi, du coup. Nos héros, repus ou non, durent longer une épaisse forêt à la végétation si dense qu'ils ne purent y pénétrer, d'où le fait qu'ils la contournèrent donc. Hein. Après quoi, ils arrivèrent devant le dernier obstacle qui les séparait de Voisinia, une chaîne de collines rocailleuses. On dirait que la seule ouverture de cette muraille naturelle est ce petit col là devant nous, avec les 2 statues devant l'entrée. Ben on le voit bien ça, pourquoi le préciser à haute voix? Oh, c'était juste histoire de causer. Bonjour, étranger. Ouais, salut. Oh, Ziva, elle cause, sa mère. Ça alors? Nous sommes les Sphinx, gardiens de l'entrée. Ouais,
Et vous ne pourrez passer que si vous répondez à une énigme. Ah, c'est super original, ça. Et quelle est donc cette énigme? Nous allons vous la citer. Ouais, mais sachez que vous serez oxy si vous n'y répondez pas. L'énigme est... Bah, dites-le, j'en parle d'impatience. Pourquoi les steaks hachés se vendent par paquet de 8 quand les petits pains au sésame par 6? Oh, c'est de la merde, cette question, Zivo. Je dois avouer que je n'en sais pas plus que notre soldat, c'est très embêtant. Et là, je suppose que c'est la fille de l'histoire qui va trouver la réponse pour prouver au monde que les femmes ont un cerveau, qu'il faut les respecter, tout ça. Hein, Utérine? J'en sais rien, moi, il aurait fallu prendre une meuf avec nous pour ça. Il suffit. Admirablement objecté, cher collègue. Merci beaucoup, mon estimé confrère. Mais de rien. Bref, répondez, étranger. Où vous... Et où ils sont passés? Regarde là-bas, à gauche. Ah, trop cool, une entrée secondaire, hein. On ne l'avait pas vue, là, cachée par cette dune, mais bon, c'est bienvenu, quoi. Probablement qu'elle aura été creusée par les habitants de Voisinia qui en avaient eux-mêmes marre de répondre à des énigmes à chaque passage. Ah oui, c'est probablement ça. Eh merde, ils l'ont vu, là. Ouais. Marrez-vous, mais on verra si vous sortirez vivant du labyrinthe qui vous attend derrière cette entrée. Travail de merde. Oh, Ziva, comment on les a trop vénères, les tustans. Ne rions pas trop vite, jeune soldat. Vous avez entendu les sphinx. Nous sommes à présent dans un labyrinthe qu'il va nous falloir déjouer pour... C'est pas pour dire, mais... Quoi? Il m'a l'air vachement rectiligne, ce labyrinthe. Je ne comprends pas. Expliquez-vous. bah regardez, c'est juste un long couloir, en fait. Ah oui, maintenant que vous le dites... Le terrifiant dédale en ligne droite enfin traversé, notre groupe d'aventuriers entra finalement dans l'enceinte de la ville de Voisinia. Il leur restait encore cependant à trouver la clinique où logeait la princesse. Oh là, mon brave! Oui, Pardonnez-moi, nous cherchons la clinique de Voisinia, s'il vous plaît. La clinique? Oui. Vous cherchez la clinique? Mais oui. Présumons, vous cherchez la clinique de la ville. Oui, on vous dit. Clinique sans mère, celui-là. Si on dit là, ça veut dire qu'il n'y en a qu'une seule, hein? Ouais, c'est fort possible. Et donc, une clinique, c'est un genre de grand bâtiment, hein? En général, oui. Un grand bâtiment avec une croix rouge dessinée dessus? Non, vous croyez. Chut, Sir Grimm, ne le vexez pas. Et avec à ses portes des types blessés qui rentrent et des types en pansement qui ressortent? Oui, voilà, c'est exactement ça. Des types en pansement comme moi, qui vient de sortir de ce gros bâtiment avec une croix rouge dessinée au-dessus de la porte, là? Mais pourquoi je sens qu'on s'approche? Non mais vous vous foutez de ma gueule, poussez-vous, connard, va. Bon ben, on entre. La troupe put facilement apprendre dans quelle chambre se trouvait la princesse en soudoyant une infirmière un peu cruche. Et c'est après avoir gravi péniblement les marches de 6 étages qu'ils arrivèrent enfin non loin de la dite chambre. Désormais cachés derrière un mur de coin dans un carrefour de couloir, nos amis s'organisèrent. Et merde, la rumeur disait vrai. Je vous l'avais dit, Sir Grimm, 4 soldats gardent la princesse. Oh, Ziva, ils me prennent tous 3 tétés, moi j'y vais hop. Nul besoin n'en sera, soldat, car Sir Grimm a, disons, un autre plan. Oh bon? Ouais, et ça vous concerne justement, Utérine. Hein? Oui, laissez-moi vous l'expliquer, alors... Ni le temps, ni le besoin, cher ministre. Allez, hop, par ici, toi. Voilà, soldat! Coincé. Regardez ce que j'ai pour vous, une jolie petite jeune vierge, cadeau de la maison. Allez, tenez. À tes filles. À tes filles. Vagin. Comment osez-vous? Venez vous battre si vous l'osez. Mais je vous préviens, je sais me défendre. Attendez seulement que j'arrive à soulever mon épée hors de son fourreau. Coincé d'armure. Ouvre-boîte. C'est bon, allons-y. Incroyable! Votre plan fonctionne comme prévu, maître Grimm. Je vous l'avais dit. Oh, t'es bien fait pour cette poupée sortie, là, Ziva, Bon, les gardes sont occupés au fond du couloir, on a donc le champ libre pour... Hey, que faites-vous là? Les visites sont interdites à cette heure. Tiens, un genre de docteur nous barre la route. Personne n'entre.
C'est d'ailleurs une patiente de sang royal dans cette chambre. C'est embêtant, ce médecin pourrait appeler la sécurité et nous faire mettre dehors. Oh, Sylvain, ça craint, en plus j'ai oublié mon épée au tosha, quoi. Hein? Et c'est maintenant que tu t'en rends compte? C'est très fâcheux, comment allons-nous sortir de cette embûche? Je ne vois qu'une solution, ma technique secrète. Comment vous savez donc vous battre, Sir Grim? Bien, à nous deux, monsieur le médecin. Oh, le baston est trop beau là, Sylvain, toi. Diantre, il me tarde de voir cette technique. Serait-ce un sort, un combo fruit de nombreuses années d'entraînement, ou encore un... Que diriez-vous de nous laisser passer, en échange de ce joli billet? Je suis un peu déçu. Oh, vas-y, putain, j'ai rien compris. Le médecin accepta avidement le billet et s'éclipsa en savourant sa fortune, ne sachant pas que l'euro n'avait pas cours dans son monde. Et à nos courageux combattants de leur côté de pénétrer enfin dans la chambre de la princesse endormie. Messieurs Grimm, permettez-moi de vous présenter la princesse, fille de feu notre roi, client premier. Ouais, ben elle est moche. Oh, Ziva, moi je trouve pas, puis elle est sûrement walpée sous ses draps, alors Shonko, et vas-y que je regarde. Mais c'est quand même bizarre, non? Oh putain, même pas, ça... Vous ne trouvez pas que toute cette aventure a été beaucoup trop facile? On a quasiment fait que marcher pendant 24 heures et c'est tout, on n'a pas rencontré d'ennemis ou de vrais dangers. Cela est pourtant tout à fait possible, Seigneur Grimm. Si dans la plupart des récits épiques, le héros devant aller d'un point A à un point B rencontre régulièrement en cours de route des obstacles de difficulté croissante le menant jusqu'à un adversaire final très ardu, il peut aussi tout à fait arriver que les ennemis ne s'attendent pas à ce qu'on les menace un certain jour en particulier, alors qu'on leur a, si j'ose dire, foutu une paix royale pendant 10 ans. Du coup, on ne rencontre pas de résistance parce qu'aucune disposition particulière n'a été prise et l'aventure se passe donc sans réel accrochage. Chose que je ne regrette d'ailleurs pas spécialement pour ma part, je vous le confesse. Ouais, c'est une probabilité après tout, vous avez sans doute raison. C'est donc ici que vous entrez en scène, maître Grimm. Comment avez-vous prévu de procéder? Eh ben, je dois dire qu'en fait, je n'y avais pas encore réfléchi. Ah bon? Ouais, ça aurait été sympa de la décapiter avec l'épée du soldat, mais bon, il l'a pas. Oh, Ziva, c'est bon, et t'emmerdes la topu, quoi. Il y a sûrement d'autres moyens. Oui, bien sûr, ne vous en faites pas. Voyons un peu, qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Je pourrais y aller à coups de chaise, mais ça risque d'être salissant. Plutôt, oui. Ou alors on pourrait la balancer par la fenêtre. Ouais, puis comme ça la milice va nous embarquer, Ziva, mais t'es con toi ou quoi? Le soldat a raison. Ouais. Ou alors reste la possibilité de... c'est quoi ça? Elle est morte là? C'est quoi ce bordel? Oh, je crois que c'est parce que vous marchez sur son tube d'arrivée d'oxygène, maître Grimm. Ah ben d'accord, moi je veux bien. Ah ben c'est réglé du coup là, non? Toutes mes félicitations, maître Grimm. Vous avez réussi. Notre royaume est sauvé. Ah, vous avez remarqué? Ah, c'est marrant, des fois, comme quoi le monde reste un petit peu tout pareil, qu'il soit sauvé ou pas, non? Enfin, quoi qu'il en soit, vous avez rempli votre part du marché, donc laissez-moi vous offrir ceci. Ah, c'est une petite fiole rose? Oui, cette potion, confectionnée par nos meilleurs alchimistes, vous renverra chez vous. Vous devez boire tout d'une traite, servi à température ambiante, et vous avez le droit d'ajouter du citron pour le goût, on m'a dit, si vous voulez. Non, bah ça ira comme ça. C'est juste que ça fait un petit peu bizarre. Vous dites donc que, genre, je bois ça et je rentre chez moi. Tout à fait. Oh, Ziva, le vieux, t'en as pas eu pour rentrer au tosha, j'ai pas envie de schémar encore, moi. Adieu, Seigneur Grimm. Ce fut un réel plaisir de faire votre connaissance. Et puissiez-vous continuer à conter les légendes de notre royaume, hein? Eh ben, écoutez, on verra. Là, je pense que si je rentre vraiment chez moi en buvant ce truc, bah, la première chose que je ferai, c'est me vider une pleine caisse de martini, parce que là, je suis un petit peu en manque. Mais bon, soit. Allez, bah, je vais boire ça. C'est parti, et on verra bien. Et le voilà parti. Il nous manquera, hein? Oh, Ziva, le vieux, c'est Wax Wibre. Ah, oh oui, tiens, on dirait quelqu'un qui court vers nous et... Mais, Gustave, c'est vous? Oh putain, Ziva, c'est le scribe. Messieurs, l'heure est grave. Le régent a tenu un propos absolument inattendu. Comment ça, mon brave? Il parlait,
Il saluait un futur interlocuteur. Il fait ça tout le temps, c'est normal. Pourquoi donc avoir fait vous aussi tout le trajet vers cette clinique pour nous le dire? Il a dit, je cite, « Majesté client premier, vous, en vie !» C'est voilà, c'est quoi ce délire? Vous dites que le régent rencontrera bientôt client premier? Notre roi n'est donc pas mort? C'est incroyable! Périphérie de Luxembourg, soir du 28 septembre 2010. Mais putain, ça a marché! Je suis de retour à la maison! Je suis chez moi, putain! C'est mon bureau, mon vieux bureau! Et là, c'est mon ours empaillé! Oh, il est toujours aussi sexy! Et puis là, c'est ma cheminée! Je vais pouvoir faire un petit feu! Et puis il y a ma cave à martini au sous-sol! Oh, qu'est-ce que je prends d'abord? Du martini dry, du martini rouge? Il y a du gold, je crois pas que j'en ai acheté! Non, j'en ai pas acheté, il faudra que j'en achète! Je vais en commander! Enfin, non, soit, calmons-nous, voilà, on est chez nous, on est tranquille! Gardons notre calme, soit nous sommes sauvés chez nous, sains et saufs, tout ça, mais je me suis quand même néanmoins évadé de la Flagstaff, qui n'est pas une firme qui se laisse marcher dessus, donc ayant remarqué probablement déjà mon évasion, il se pourrait bien qu'il débarque ici sous peu pour voir si j'y suis pas. Donc je ferais peut-être mieux de disparaître quelques mois, histoire de me faire oublier, hein, soyons raisonnables. Donc je pense que je vais passer la nuit ici, et puis ensuite demain, je partirai me planquer quelque part, voilà, c'est un bon plan. Cela dit, je pense qu'après ça, après ce petit exil improvisé, il serait bon que je revienne ici avec plein de jolies histoires, parce que de ce côté, j'ai du retard à rattraper, hein. Yesba tiendra parole. Au cours de l'année qui suivra, il créera de nombreuses histoires variées qui finiront par former la saison 4. Il affrontera sur le forum AudioArt la jeune Cerilia Silvermisty dans le cadre des concours de création thématique, femme serpent dont il tombera amoureux, allant jusqu'à la kidnapper après qu'elle ait rejeté sa demande en mariage, et tant d'autres aventures. Mais bon, enfin, toujours est-il que rien ne pourra arrêter la venue de nouveaux livres. Des histoires sans début. Les séquences reconstituées à l'aide d'acteurs l'ont été avec la participation de Caligo, Carl Kelte, Ximnut, la voix off, Seb Lucas, Maître Schneider, Tekinchien, Monsieur Flagstaff, Dicali, Tiffany, Piwil, l'employé de bureau, Lokison, le cerf dans le château, Angor de Redjack, le scribe, Irder, le médecin cupide, et Richoult et Monsieur Koala dans le rôle des Sphinx, et avec aussi en invité vedette les acteurs Jodie Foster et Christian Pellissier. Merci encore à tous ces merveilleux amis et fans d'avoir participé. Bon, c'est pas tout ça, mais où est-ce que je vais bien pouvoir aller me planquer quelque temps, moi? Voyons. Bien le bonjour, chers auditeurs. Oui, ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je sais, mais c'est parce que j'ai été dernièrement très occupé à organiser les préparatifs de mes petites vacances. Oui, je suis en vacances actuellement. J'ai craqué, je suis reparti encore une fois en Thaïlande. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'avais tellement de bons souvenirs de cette région et actuellement, oui, mon cher. Oui, je me trouve chez mon cher ami Chang. Oui, il m'a invité parmi sa famille, une merveilleuse famille, famille nombreuse d'ailleurs. Ce qui est étonnant, vu le haut taux de mortalité infantile qu'il y a dans ce pays, on se demande comment ils peuvent être aussi nombreux. Ces braves petits enfants, regardez, ils courent, ils gazouillent et s'écorchent les genoux en tombant dans le gravier. Qu'ils sont mignons. J'adore la Thaïlande. D'ailleurs, figurez-vous que comme j'ai pu dernièrement disposer de toute ma fortune, l'entièreté de ma fortune, et non plus seulement d'une rente de 1000 € par mois depuis que j'ai eu mes 21 ans, j'ai décidé, oui, de me faire plaisir. Je vais m'acheter, voilà, une maison ici en Thaïlande. En fait, je la fais construire actuellement. J'ai acheté un merveilleux terrain. En fait, c'était l'ancien village de mon ami Chang. Je leur ai racheté leur bicoque de merde contre une palette de Nutella, sur quoi j'ai tout fait raser, et ma maison est en cours de construction. Une villa avec piscine, oui, j'ai hâte d'y être. Il faut savoir que pour la construction
question, j'ai quand même été prudent, hein, j'ai fait appel à une société quand même luxembourgeoise, hein, avec donc du matériel et des ouvriers de chez nous, hein, j'y tiens, parce que j'ai ce défaut qu'ont les hommes riches et de bonne famille, c'est d'apprécier la qualité, voyez-vous, car oui, j'aurais pu être humaniste et engager les indigènes afin de leur offrir des emplois et un peu de bonheur, mais voyez-vous, les Asiatiques, autant ils sont travailleurs, autant ils ont le défaut qui est de bâcler un peu tout ce qu'ils font et de piquer le matériel sur le chantier aussi. Donc j'ai préféré miser sur le durable. Voilà, donc je pense que... Ah non, c'est vrai, encore une chose à laquelle je pensais hier soir, une bonne nouvelle qui me concerne, c'est que, habitant maintenant en Thaïlande, je ne me trouve pas très loin de la Sibérie, hein, région géographique dans laquelle pullulent grizzly et ours divers. Ah, je vais me faire plaisir ici, je sens que je vais être heureux. Alors voilà, comme je ne sais pas vraiment quand je vais revenir pour m'occuper de mes projets audio, je voulais juste, d'ici là, vous souhaiter bonne année et bonne santé à tous. Bien le bonjour chers auditeurs, hein, ça fait un moment que je n'avais plus donné de signe de vie, hein, mais il faut savoir que j'ai été un petit peu dégoûté d'internet parce que j'ai récemment été banni pour une semaine du forum Audio Art. Et oui, une perfide machination orchestrée par un certain Monsieur Koala. Oui, mais bon, je suis un esprit noble et je ne suis pas spécialement rancunier, donc je ne vais pas vraiment m'attarder. Oui, entrez. Faites sa livraison, j'ai un colis pour vous, Monsieur Grimm. Je suis dans le bureau, c'est à votre gauche. Et voilà, le bébé koala que vous avez commandé. Non, je vois ce qu'on pourrait en dire, mais surtout, chers auditeurs, n'allez pas vous imaginer des choses, hein. C'est un koala que j'ai déjà commandé il y a plus de 3 mois, ça n'a rien à voir avec toute cette histoire de bannissement, hein. Qu'est-ce que vous racontez? Sur ma fiche, c'est marqué que la commande dans une semaine. Écoutez, jouez le jeu et vous aurez ce joli billet. Oh là là, 3 mois, oui, voire plus. Ah, vous voyez, hein. Oh, qu'il est mignon, hein, tout pelucheux. Oh, je me casse. Allez, enfin, bon, je vous envoie le générique et puis on commence tout de suite, juste après, hein. Ah, et nous revoici ensemble, hein. Dites, en petite parenthèse, si vous m'écoutez depuis Audio Art, je vous encourage à aller faire un tour sur mon blog, voilà, parce que il y a une petite news qui explique donc le fait que, voilà, je reprends c'est pas vraiment une 4e saison, mais c'est plus une espèce de supplément finalement, enfin, vous verrez bien. Ceci dit, on va peut-être pouvoir y aller. Oh, dis, tu veux un coup de main aussi? Excusez, hein, mais ce foutu bébé koala, il est en train de grignoter la plante verte qui est près de ma porte. Et franchement, emmerdant ces bestioles-là, hein. Enfin bon, plus tard dans la journée, on devrait me livrer normalement la cage que j'ai commandée pour l'animal. Donc, il pourra pas gambader bien longtemps et faire tous ses dégâts, hein. Il est encore un petit peu jeune, hein, il a besoin de structure, hein. Alors donc, c'est parti. Il était une fois donc, toujours dans notre fameux royaume qui est lointain sans l'être, à une époque qui n'est pas encore tout à fait le Moyen-Âge, mais plus vraiment non plus l'Antiquité, et qui a un sol propice à la poussée des carottes, un petit village dans lequel travaillait un humble boucher qui avait son échoppe et qui fonctionnait assez bien finalement, mais qui avait un client particulier qui était un ermite qui vivait en plein milieu de la forêt avoisinant, une forêt qui, il faut le savoir, était très pauvre en population de gibier, oui, à force d'être chassé par tout le monde, ça finit par disparaître, hein, ces bêtes-là. Et donc bref, ce client lui commandait chaque semaine un gros gigot avec lequel il mangeait pendant toute la semaine, hein, finalement jusqu'à la prochaine livraison la semaine suivante. Mais ce jour-là, notre ami le boucher était excessivement surbooké. Il y a le marathon de Candy sur la 2. Et c'est alors qu'il eut l'idée d'appeler Benjamin qui est un petit garçon, un petit peu un orphelin finalement, hein, un petit glandu que personne ne veut, et qui est sans le sou, qui traîne dans les rues, que tout le monde maltraite pour son bon plaisir, enfin vous voyez le genre, hein. Et donc ce brave petit Benjamin est sollicité par le boucher donc afin d'aller livrer le gigot à l'ermite. Hein? Livrer un lingot allergique?
Fier et heureux d'avoir enfin un travail qui va lui procurer donc revenus et donc nourriture, Benjamin est très heureux d'accepter. Pour l'encourager, le boucher lui offre une blouse à l'effigie, avec le logo de sa boucherie Bismarck, dirons-nous, brodé dessus. Et là, l'enfant est très fier, il sent qu'il appartient au monde professionnel et il s'enorgueillit. Et donc au boucher de remettre le gigot à Benjamin et de lui donner l'emplacement exact où se trouve la cabane du vieil ermite. Et donc à Benjamin de se mettre en route pour aller lui porter le colis. Benjamin, fièrement, s'avance sur les sentiers forestiers, chantonnant, levant bien haut la tête, bombant le torse, fier, décidément heureux d'appartenir au monde du travail, d'avoir peut-être un avenir, car qui sait, peut-être que si le boucher devait s'avérer être heureux du travail de Benjamin, peut-être qu'il l'engagerait définitivement, qu'il pourrait enfin commencer une vie meilleure. Et c'est soudain qu'alors, de derrière un buisson surgit un lynx, un gros chat sauvage, féroce avec des griffes acérées. Salut. Aujourd'hui, c'est la Saint-Foy. L'animal, qui, ayant grandi près de Tchernobyl, pouvait parler, dit ceci à Benjamin. Hé gamin, tu vas me filer ton gigot, sinon je te bousille la gueule, c'est clair? Benjamin fut d'abord très surpris, mais reprit vite le dessus sur ses sentiments d'apeurement, car il voulait défendre son travail, son nouveau gagne-pain, et dit au lynx. Va chier, espèce d'enfoiré, t'auras pas le gigot, je dois le livrer à destination, je le ferai, quoi qu'il m'en coûte. Et sur ces paroles courageuses, notre ami Benjamin accéléra le pas et courra pour échapper au lynx. Mais celui-ci, désespérément affamé, car oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus vraiment de gibier dans cette forêt, les animaux meurent de faim, et donc le lynx se jeta sur lui et à coups de griffes et de mâchoires frénétiques, il lui arracha un bras. Rien que ça, oui. Comme quoi les animaux parfois sont surprenants. Arrête de toucher à cette plante, toi! Excusez, c'est encore ce connard de koala. Et donc, Benjamin, le pauvre enfant, honnête et vertueux, décida quand même de continuer sa mission avant tout, car malgré sa douleur, il n'allait quand même pas laisser un pauvre homme mourir de faim. Oui, en plus de son propre intérêt, il pensait aussi à celui du vieillard qu'il devait livrer. Ah, quel brave enfant, hein. C'est pour ça que, en un sens, on regretterait presque ce qui va lui arriver ensuite. Un renard enragé sortit d'un fourré et se jeta sur Benjamin. Celui-ci eut juste le temps d'esquiver, mais dans un geste pour protéger son visage, il se servit de son deuxième bras qui fut agrippé par la mâchoire du renard. Celui-ci s'en alla avec. Et oui, il lui avait arraché son deuxième bras. Ah, ce pauvre Benjamin, bravant ses souffrances, saisit le gigot qui était tombé sur le sol fatalement dans l'action, avec sa mâchoire et continua sa route. Ah, quel brave petit, hein. On n'en fait plus des courageux comme ça de nos jours, hein. Et il marcha encore comme ça un long moment jusqu'à... Oui, il croisa une meute de loups, rien que ça. La meute de loups qui, elle, se ne tergiversa pas, elle se mit directement à courir après Benjamin aussitôt qu'elle le vit. L'enfant courut aussi vite qu'il put. Mais au vol, les loups qui le serraient de très près lui arrachèrent les deux jambes et lui, privé de support, il roula le long de la colline sur laquelle il se trouvait pour atterrir bêtement comme une grosse tache tout en bas de celle-ci. Il reprit peu à peu ses esprits car la chute l'avait grandement sonné et il aperçut à 20 mètres de lui la vieille cabane de l'ermite justement qui se trouvait là, comme un oasis dans le désert. Et le pauvre enfant vit là comme la fin de son périple et de ses souffrances. Alors il saisit à nouveau le gigot entre ses mâchoires et rampa péniblement jusqu'à la cabane. Mais c'est alors qu'un ours arriva. Ah oui, un merveilleux plantigrade venu de Slovénie et qui s'était égaré dans ces contrées sauvages. L'ours, tout tranquillement, s'approcha de notre ami Benjamin et d'un violent coup de gueule au sens littéral du terme se saisit du gigot mais au passage aussi prit la tête de Benjamin avec. Ne resta plus que le tronc gisant là sur le sol, mort, il faut bien le dire. Mais cependant, tous ces bruits avaient alerté le vieil ermite. C'est quoi ce bordel? Et celui-ci était sorti de sa cabane pour s'approcher du lieu du combat finalement, si tant est qu'on puisse parler de combat. Hein. Un tronc contre un ours. Il y en a un qui va pas recevoir beaucoup de paris en sa faveur. Hein. Et bref, le vieil ermite qui n'avait plus toute sa vue se pencha et observa autant qu'il put l'étrange masse qui se trouvait à ses pieds. Ce qu'il vit, lui, c'est un gros tas de viande emballé dans un linge blanc avec le logo Boucherie Bismarck brodé dessus. Donc, il comprit ce qu'il put comprendre. Hein, il crut que c'était son gigot qu'on lui avait livré et posé là. Donc, et oui, il l'emporta dans sa cabane et il s'en régala toute la semaine en se demandant ce qu'il avait bien pu faire pour que le boucher lui offre si exceptionnellement un si tendre et si bon gigot. Moralité de l'histoire: dans certains boulots, vaut mieux se faire payer d'avance.
monsieur Grimm. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Bah, ça répondait pas, alors je suis rentré. Voilà, j'ai la cabine micro-ondes que vous avez commandée. Hein mais non. Mais non, j'ai commandé une cage, voyons. Pas ça, il doit s'agir d'une erreur. Oh, bah non, vous êtes resté 3 heures à hésiter devant 2 modèles. Un billet. C'est toujours un plaisir de vous livrer, monsieur Grimm. C'est ça. Enfin, quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous un joyeux Halloween. Ouais. Allez, viens petit koala, viens. Petit. Ah, les merveilles de la technologie. Alors voyons ça. Chipong, garçon, 6 ans et demi, livrable sous 2 jours par FedEx. Oh allez merde, on ne vit qu'une fois, hein. Alors voyons, enchère maximum, 52 bahts thaïlandais. Ah bah je mise. Oh bah j'ai gagné. Ah mais vous étiez là. Ah bah, bonjour chers auditeurs, hein. Comment allez-vous, hein. Figurez-vous que je faisais quelques achats en ligne, tout ça, et puis... merde... Ah bah, sauvé par le gong, on dirait, hein. Allez, je suis à vous tout de suite, hein, si vous permettez. Oui, c'est pour... Oh, joyeux Noël, mon petit Basile. Hein? Père Noël? Mais quelle visite inattendue. Comme tu as été bien... Enfin, pas trop méchant cette année, je t'apporte un beau cadeau, rien que pour toi. Un merveilleux simili Saint-Nicolas. Ah, vu que je suis riche à millions, je me demande bien ce que vous avez pu trouver pour me faire plaisir que je ne puisse m'offrir moi-même, hein. Pour te consoler de la récente disparition de ton koala domestique, je suis venu t'offrir un nouveau petit animal. Tiens, elle s'appelle Cerilia Silver Misty, c'est un serpent de compagnie. Un serpent? Mais c'est nul. Vous avez pas un ours plutôt, ou 2? Oh, l'année prochaine, si tu es gentil. Joyeux Noël! Le merveilleux petit lacet vivant que voilà, hein. Et comment t'appelles-tu déjà, Cenilia Copper Brisby, c'est bien ça? C'est Cerilia Silver Misty, gros nul. Fais pas semblant, on se connaît du forum Audio Art. Ah, quelle belle énergie, et qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, écailleuse petite Cerilia, Oh, j'aime regarder passivement les comptes parler, puis la lecture aussi. Hein? Aurions-nous une merveilleuse bibliovore en herbe parmi nous? Et que dirais-tu que nous nous installions près de la cheminée pour lire ensemble une belle histoire de Noël à nos auditeurs, Pourquoi pas? Ça tuera le temps pendant que je mijote un plan d'évasion. Eh bien, je nous envoie le générique, le temps pour nous de choisir un bon livre, et puis on se retrouve juste après. Allez, petite Cerilia, assoyons-nous, voilà, je te pose ici. Tu vas voir, hein, c'est un livre indémodable qui... Eh ben, mais où tu vas comme ça? Tu t'allonges en plein sur le livre ouvert, tu ne voyais pas les gravures de là où tu étais? Si, mais ton peignoir pue la clope, et je reste certainement pas sur les genoux d'un zoophile. Ah bah, l'impertinence de la jeunesse, hein. Allez, bon, soit, commençons. Nous allons vous lire une histoire splendide. D'après un grand classique de Dickens. Cette histoire se nomme Un chiant de Noël. Nous sommes au milieu du 19e siècle, dans la belle capitale d'un Luxembourg fraîchement indépendant. C'est dans cette ville que vivait un vieil homme qui sera au centre de notre histoire. Un homme sombre. Terrifiant. À l'âme noire, et dont la notion de partage est le reflet du néant. Il s'appelait Ebenezer Scrimge. Tout commence par un sombre soir d'hiver dans le bureau de pressurgage du vieil Ebenezer, alors qu'il était en compagnie de son assistant. Celui-ci se réjouissait du Noël approchant, quand soudain... Monsieur Crotchit, alors ça vient ce martini? Oui, tout de suite, monsieur Scrimge. Jamais vu pareil tir au flanc, je réduis de moitié votre salaire de ce mois. Quoi? Mais... Blob Crotchit, puisque vous répondez, vous vous contenterez de ce seau de charbon pour votre mois de labeur. Et estimez-vous heureux de recevoir quelque chose? Si monsieur le permet, j'aimerais autant que vous gardiez ce charbon. C'est noté. Pour peu que monsieur me permette en échange de prendre un jour de congé. Encore?
Je n'en ai jamais pris, monsieur. Et cette fois où vous n'étiez pas à votre bureau? J'étais aux toilettes, monsieur. Ah oui, infâme! Une pleine chasse d'eau gaspillée. Pareille dilapidation est honteuse. Et c'est sans parler du temps que vous avez perdu à rester assis sur la latrine sans travailler. Cela mis à part, demain c'est Noël, monsieur. Faux, demain c'est jeudi. Je vous en prie, monsieur. De toute façon, tout sera fermé demain. Et les gens ne viennent jamais nous voir les jours fériés. Ah bon, d'accord. Mais c'est bien parce que ça me fera économiser des chasses d'eau. Oh, merci, monsieur. C'est l'heure de fermer, hélas. Passez devant, Crochit. Non pas que je sois poli, mais je veux m'assurer que vous ne volerez rien. Bien sûr, monsieur. Et joyeux Noël à vous. Foutaise. Le sombre personnage ferma la porte de son commerce à double tour et demi et s'éloigna sans un son tel un fantôme. Alors qu'il s'enfonçait dans la nuit noire et glaciale afin de rentrer prendre un repos bien mérité, son regard croisa sans gré celui de badauds n'ayant pour autre foyer que la rue. La plupart d'ailleurs réduits à pareil habitat de par son fait et des saisies qu'il avait obtenues les semaines précédentes. L'un d'eux, un jeune mendiant crasseux, osa s'approcher timidement de l'avare. Monsieur, vous auriez pas une petite pièce? Allons, mon pauvre, êtes-vous aliéné? Ces vieilles pièces du 19e siècle sont chargées en métaux lourds, c'est extrêmement cancérigène, alors que... Ah là là, vous semblez déjà bien mal en point. Non, je vais œuvrer dans votre intérêt et me sacrifier en conservant mes pièces. Ouais, merci, monsieur. Scrimge arrivait finalement devant la porte de sa bâtisse. La construction aux allures gothiques semblait aussi noire que les tréfonds de son âme, pas blanche. C'est entouré par le silence des rues désertes des environs que le vieil homme agrippa une vieille clé afin d'ouvrir sa porte. Mais une vision terrifiante l'arrêta net. Le bouton de porte s'animait. Il se déformait pour prendre les traits d'une personne qui lui était chère. Mère, mais vous êtes morte. Tremble, mon fils, en ce froid crépuscule. Que dites-vous là, mère? Courage du Père divin, faut-il être crédule. Vous fûtes à mon égard toujours si bienveillante. Pourquoi donc ces sentences aux allures menaçantes? À spolier ton prochain, tu égares de ton âme. C'est impossible, mère. J'ai moi-même loué le cercueil d'occasion dans lequel on vous a mis en terre. Éveille avant demain, au séjour dans les flammes. La visite de 3 esprits tu recevras. Le premier sera visible lorsqu'il sonnera. Scrimge ferma les yeux un instant, crispant le front, croyant à une hallucination. Lorsqu'il les rouvrit, il ne vit que sa porte, fermée et bien à sa place. Rien d'anormal. Légèrement rassuré, il entra et s'enferma. Foutaise. Sa mère, elle dont il avait, après sa mort, repris la confiserie pour la changer en une odieuse banque du dernier recours. Sa mère dont la visite, si tant est qu'elle ait eu lieu, l'avait profondément bouleversée. Après un léger souper, il se mit au lit, non sans avoir préalablement verrouillé la porte de sa chambre. Allongé ensuite, puis harassé par l'inventaire des bénéfices du jour qu'il faisait en penser pour se changer les idées, Ebenezer s'endormit paisiblement dans l'obscurité de la ténébreuse nuit noire. Et, plus tard dans la nuit, une heure sonna. Pardon. Ebenezer! Ebenezer! Mais vous... Bonsoir, Ebenezer. Je suis le fantôme des Noëls passés. À première vue, moi j'aurais plutôt dit que vous êtes une fillette très très moche. Je te rappelle que je suis là pour t'aider à sauver ta putain d'âme, alors la ramène pas. Vous savez, la chirurgie esthétique de nos jours n'a de cesse que de devoir s'affiner sa technique. Je vous écoute, esprit. Encore que je me demande parce que elle est pas très immatérielle, la gamine. Ebenezer, depuis un nombre incalculable d'années, tu t'entêtes à refuser de laisser pénétrer en toi la chaude joie de Noël. Commencez par rester poli avec vos insinuations lubriques. Et ensuite, je n'ai jamais rien trouvé d'intéressant à cette fête stupide, hein. Ça ne m'a jamais rien apporté de bon, ce truc. Mais si, rappelle-toi ce fameux Noël, alors que tu n'étais encore qu'un jeune homme. Où sommes-nous? Ne te souviens-tu point? Tu étais comptable à tes débuts, et nous sommes à la fête qu'organisait ton patron pour célébrer Noël chaque année. Tiens, regarde, c'est toi là-bas. Ah, monsieur, faites attention, ne prenez qu'un verre et resservez-vous dedans toute la soirée pour économiser l'eau de vaisselle. Il faut faire des économies, pardi. 1929 est proche. Tremblez! Et c'est alors qu'elle est apparue. Elle? J'ai tout entendu. Je dois dire que j'admire votre sens de responsabilité. Ça devient si rare de nos jours. Oh, enchantée, mademoiselle. Je me nomme Marianne. Alors, tu vois que Noël peut t'apporter des bonnes choses? Ouais, c'est bien joli vu comme ça, mais attendez un peu, passez-moi cette télécommande. Hé! Et bobinons jusqu'au Noël suivant. Mon chéri,
Oui, ma douce Marianne? Pardonne-moi, je suis si confuse. Oh, je vais sans doute te paraître impertinente. Parle donc, femme. Un homme t'écoute. Eh bien, n'as-tu jamais pensé au mariage? Que penserais-tu que nous nous épousions? Pourquoi pas? Oui, merveilleux. C'est le plus beau jour de ma vie. En couple, on quitte le statut d'isolé pour celui de cohabitant légal. C'est intéressant fiscalement. Et puis, il y a l'assurance vie aussi. Ça suffit. Il faut toujours que tu ramènes tout à l'argent. J'en ai marre. Je m'en vais. Vaut mieux maintenant que plus tard, hein. Un divorce, ça aurait été ruineux. En sueur, Ebenezer Scrooge s'était soudain réveillé en sursaut dans son lit, seul, enfermé dans sa petite chambre glaciale. À demi soulagé, il se rallongea et se rendormit. Mais, bien vite, la 2e heure du jour sonna. Qu'est-ce donc? Ça vient du couloir, on dirait. Scrooge déverrouilla la porte de sa chambre et, d'un pas peu sûr, s'avança jusque dans la pièce voisine, où sa surprise fut énorme et poilue. Entre l'ami, ne fais point l'autruche, hein. Qu'est-ce que c'est là? Un homme barbu et en toge? Chez moi? Sortez tout de suite, misérable vagabond, ou je... Allons l'ami, point vagabond je ne suis. En vérité, je te le dis, je suis le fantôme du Noël d'aujourd'hui. Ça rime et c'est joli. Ay, que de talent, so what? Mais c'est un cauchemar. Sais-tu que nous sommes au jour de Noël? Laisse-moi te montrer ce qui va être en ce oui. Mais où est-ce qu'on est là? On dirait... La rue du Toucan Vert, tout à fait. Et derrière moi est la maison de ton assistant Blob Crotchit. Entrons donc. Comment? Mais c'est... illégal? Anti-hygiénique. Mon anti-tétanos n'est pas à jour. Oh, mais quel vilain homme. S'il n'y a que ça, rassure-toi, nous sommes là en songe, voyons. Vois, ils sont tous là, tous unis en famille autour d'un bon repas. Même leur petit Tom qui est très malade de la fête. Maman! Il y a Tom qui a éternué dans mon assiette. Allons, Dorothée, ton frère a une maladie génétique, ce n'est pas contagieux. Et pas de manière en ce repas de fête, je te prie. Votre mère a raison, les enfants. Savourons donc dans la meilleure humeur possible et en ce jour béni ce délicieux repas que votre mère... Tom, je peux comprendre que ta maladie t'impose certains gestes, mais là, tu pousses un peu à chier dans le tas de patates. Elle est pas un peu mentale aussi, cette maladie? Ah, si seulement nous avions plus de moyens, nous pourrions peut-être le soigner. Une nouvelle fois, le vieil homme s'éveilla en sursaut dans sa petite chambre. Il peina à se rendormir, et lorsqu'il allait y parvenir... Lassé, acceptant son sort et ne cherchant plus à nier, Scrooge se leva péniblement pour affronter son destin. Mais, s'appuyant sur ses mains pour s'exécuter, quelque chose lui sembla incongru. Mais ce ne sont pas mes draps, c'est de la terre. Mais je suis dans un trou. Ciel, c'est une tombe. Mais et qui va là? Qui êtes-vous? En effet, une sombre silhouette se tenait devant lui, debout à la base du trou dans lequel il se trouvait. Et cette silhouette, droite comme un capitaine de milice, le pointait du doigt. Jeune homme, ou qui que vous soyez, votre attitude est scandaleuse. C'est de la séquestration, je me plaindrai, croyez-moi. Mais la silhouette demeurait immobile. Alors que ses yeux s'habituaient à l'obscurité, Ebenezer remarqua que la créature ne le pointait pas du doigt lui, mais quelque chose qui se trouvait dans son dos. Il se retourna. À sa stupéfaction, il faisait alors face à une pierre tombale. Une inscription était gravée sur cette stèle. Ebenezer Scrooge put y lire son nom. C'est alors qu'il se réveilla une nouvelle fois en sursaut. Mon Dieu, quelle nuit! Tous ces cauchemars, ces visions d'horreur, tous ces signes. Je pense avoir compris l'origine de tout ceci. Et je sais ce qu'il me reste à faire. Vite, vite, allons chez Blob Crotchit. Monsieur Scrooge? Vous, ici? Oui, mon bon Crotchit, comment allez-vous en cette belle journée? Eh bien, nous nous préparons à fêter Noël avec ma femme, ma fille, et aussi notre petit Tom qui est très malade et qui va bientôt mourir, hélas. Papa, il y a Tom qui a encore fait péter ses costumes au-dessus de la dinde. Oui, c'est en effet très dommage, mais rassurez-vous, vous n'aurez bientôt plus de soucis à vous faire. Hein? Comment ça? Parce que des soucis, c'est encore peu de choses par rapport à ce qui vous attend. Vous êtes virés. Quoi? Mais... Je ne sais pas ce que vous avez foutu dans le martini d'hier soir, mais ça m'a fait passer une nuit horrible à faire des rêves plus débiles les uns que les autres. C'est scandaleux. Alors inutile de revenir demain. Adieu. Ah, marrant, j'ai claqué sa propre porte en fait. Enfin bon, puisque c'est Noël, je vais me faire plaisir en dépensant le salaire de Crotchit.
Et voilà, petite Cérilia, c'est fini. C'est pas trop tôt. Bon, je vais te remettre dans ta cage, hein, mais d'abord rangeons ce livre et Attends, mais qu'est-ce que je viens de faire là, moi? Merde, vite, ouvrons le bouquin. Cérilia, ça va, petit reptile? Oh, Odie! Ah bah merde, ah bah putain, ah bah comme quoi, j'ai pas de chance avec les bêtes, hein, moi ces temps-ci. Hein. Enfin bon, mais ne nous apitoyons pas sur notre sort, hein, après tout. C'est Noël, hein. D'ailleurs, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Mais en même temps, ce serpent mort, ça fait un superbe marque-page, hein. Vous avez aimé Nike Air. À présent, optez pour Nike Gaz. Aïe. 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 Josiane, veuillez vous taire. Par cette nuit sombre où le ciel est totalement noir et l'horizon grisâtre, sur une route luxembourgeoise isolée, le conducteur d'une belle Mercedes flambant neuve circule en toute candeur. Mais vous étiez là? Eh bien, figurez-vous que mon autoradio est pété en fait, voilà. C'est pour ça que je ne reçois qu'une seule chaîne. Et voilà, c'est pour ça. Non, je ne suis pas du tout homme à aimer Justin Bieber. Hein. Lecture, c'était achevé. Alors, comment allez-vous donc, chers auditeurs, hein? Pour ma part, je reviens d'une petite soirée au club des échangistes ursophiles et c'était bien sympa. Hein. J'ai d'ailleurs piqué une belle bouteille de martini sur le buffet en partant. Et bon, si vous voulez boire un petit coup avec moi, hein. Non, notez, ce n'est pas plus mal au fond parce que il faut bien que l'un d'entre nous reste lucide, hein. Parce que moi, bon, ben voilà, j'ai un petit peu trop picolé et je suis d'ailleurs complètement paumé là. Je ne sais pas du tout où on est. J'avais jamais vu cette route avant. Ah merde, un contrôle d'alcotest. Ah ben, elle manquait plus que ça, hein. Vite, aidez-moi un petit peu s'il vous plaît, hein. Là je conduis, je peux pas tout faire, mais est-ce que vous pourriez planquer la bouteille de martini à l'arrière de la voiture? Oui, bon, avec les autres bouteilles, d'accord, mais dépêchez-vous, recouvrez-les avec la couverture qui est là sur la banquette arrière, vite. Garez-vous et descendez la vitre, monsieur. Et merde, grouillez-vous, il va les voir. Hein? Que je vous fasse gagner du temps pour finir de placer la couverture, c'est que... Bah écoutez, tout ce que je peux faire, c'est baisser la vitre de la voiture à la vitesse minimum, hein. Voilà, mais maniez-vous, hein. Faudra faire réviser cette vitre, monsieur. Bien entendu, merveilleux fonctionnaire. Mais vous savez ce que c'est, hein, les caprices de la mécanique. Gardez donc votre souffle pour le ballon, je vous prie. Ah, d'accord, bon, alors on y va, hein. Alors comme ça, on a un peu forcé sur l'alcool, hein. mais non, voyons, c'est un malentendu. Votre ballon devait être mal accordé, tout ça. Et whisky va comme ça? Bah, vous allez rire, mais je ne sais pas trop où je me trouve, en fait. Ivre à ce point, votre cas est grave. Bah, écoutez, je cognaque pas ce coin, c'est tout. C'est le muscadet de mes soucis. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? J'ai décroché, j'ai eu comme une absinthe. Il suffit, vous semblez fort suspect, mon petit, je vous emmène au poste. Hein? Au poste? Mais quel poste? Où ça donc? Où allez-vous m'emmener? Nous
avez aimé cet épisode? Alors découvrez-en la suite en commandant immédiatement le kit suite de l'épisode au 0800 14 666. Vous y trouverez un livret avec la suite du scénario et un CD de bruitage, ainsi qu'une liste d'adresses d'acteurs disponibles pour jouer les voix. Et vous pourrez ainsi monter vous-même la suite de ce fabuleux épisode. Tout ça pour la modique somme de 289 €. Commandez dès maintenant notre kit suite de l'épisode au 0800 14 666. Filou n'avait que 7 semaines et dans le cœur nulle haine. Non, ce petit chien au poil soyeux avait de l'affection plein les yeux. Le livreur de lait, quant à lui, n'était pas un mauvais homme en somme, mais une semaine assommante lui fit prendre un tournant trop brusquement. La tête du pauvre cabot, arrachée par une mécanique sans âme, fut projetée dans les airs avec vélocité. Sur le trottoir, tout près de là, le petit Jérôme gribouillait gentiment des bonshommes à la craie. Lorsqu'il vit la tête de Filou heurter d'un coup le sol, sa cervelle se répandre alors que les yeux roulaient dans la rigole. Quelque chose changea en lui, il devint amer et dès lors manqua l'école. Inquiète pour lui, sa maîtresse fut pensive et un soir ne mangea pas. Le repas qu'elle aurait sinon commandé à un restaurant chinois ne le fut pas et le dit resto dut fermer ce soir-là. Un cuisinier désormais sans emploi, dépité, sauta d'un pont et en bas s'écrasa. Le bruit des os craquants dans la rue résonna et un pauvre kidam endormi réveilla. D'insomnie il fut pris et sorti de ce pas, faire un tour espérant ainsi pouvoir retomber de Morphée dedans les bras. Mais fût-ce par manque de chance en quittant son appart une marche et loupa. Il roula en tous sens et sa nuque se brisa, tout comme la baie vitrée qu'ensuite il traversa, propulsé ardemment par l'élan de l'homme qui choit. Son corps mou et sans vie sur le toit d'une Audi s'écrasa. La voiture en pleine course, le conducteur surpris, vers un mur elle fonça. Le carrosse s'écrasa, mais non contre la brique, car un fossé avait été creusé là. Des travaux avaient lieu la journée dans les conduites publiques. La voiture explosa, mais pas seule. Le gaz qui circulait se voulait colérique. Un morceau de pare-choc fendant l'air hystérique s'envola à 2 rues, décapiter un flic. Témoin de la scène, une vieille dame panique et court à perdre haleine vers une cabine téléphonique. Des secours elle appelle et voilà qu'il rapplique, dérapant en passant sur une dépouille d'asiatique qui sous un pont fit faire à l'ambulance un vol acrobatique que fit cesser un poteau de fils électriques. C'est l'effet domino, les poteaux chutèrent tous, le courant se coupa et à un demi-lieu de là, barbotant dans la mousse, une ado dans son bain d'un seul coup s'étonna, voulant sortir de l'eau sous le coup de la frousse, elle glissa et comme un pamplemousse tapissa le carrelage de ce joli frimousse. Mais à l'étage en bas, suite à cette secousse, un homme vivant là qui mangeait un couscous, sursautant, s'étouffa, peu importe à qui il tousse. Cet homme était le livreur de lait et sa mort ne fut douce, car aujourd'hui encore, elle nous fait trembler tous. La vie et ses mystères, quel fut donc responsable de ce cheminement? Est-ce le fantôme de Filou agissant des enfers, ou un simple enchâssement de coïncidence? Il est de ces énigmes qui jamais ne s'éclairent, mais dont parfois le triste dénouement est de nous emmener à minuit au cimetière, après que seuls nous mourûmes en nous étouffant. Le Luxembourg n'est pas un vrai pays, c'est une zone, un territoire extraterrestre en fait, qui a été obtenu par une délégation de visiteurs venus en éclaireur, afin de pouvoir poser leur vaisseau mère dans un futur proche. Le Grand-Duc, qu'on ne voit d'ailleurs jamais, n'existe pas, c'est en fait un ordinateur qu'on appelle le Grand-Duc, et il y a une figure humaine qui a été inventé autour de ça pour brouiller les pistes, qu'on met sur les pièces, sur les cartes postales, ce genre de choses. Mais en vérité, le Luxembourg, n'est pas un vrai pays.
Je tenais à vous le dire, hein. Excusez-moi si je chuchote, mais c'est parce que je ne tiens pas à ce qu'on m'écoute. Je suis peut-être observé en ce moment même, et peut-être bien qu'on pourrait tenter de me faire taire, donc je préfère, rester discret. Mais vous pouvez me croire sur parole, l'invasion est proche. Oui, parce que bon, les Arabes c'est une chose, mais ils sont pas les plus à craindre, hein. Il y a une force bien plus grande qui est en train de se préparer à nous péter la gueule. Pour nous piquer, en fait, ils en ont après les usines de Chambourcy et de Petit Filou. Oui, ils adorent tout ça. Donc, soyez prudents et méfiez-vous du Luxembourg, n'y allez pas. Parce que vous pourriez vous retrouver avec un micro-émetteur greffé dessus dans votre cul que vous ne le sauriez pas. Donc faites gaffe. Allez, je compte sur vous, hein. Ça reste entre nous. Au revoir. Dites, écoutez, il se passe des choses, mais vraiment bizarres, ici. Donc, depuis le Luxembourg, toujours, hein, ce pays étrange dont je vous parlais tout à l'heure. Écoutez, je regardais par la fenêtre, distraitement, tout en me servant un martini, et j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans le ciel. Là, en ce moment, c'est la nuit, hein, donc il fait nuageux et tout, et je remarque, au loin, mais très lointain dans le paysage, des nuages colorés. Mais vraiment, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'un engin intersidéral est en voie de se poser et que finalement, l'invasion qui est préparée depuis longtemps et qui semblait ne pas être en voie de se voir arriver avant un bon moment est en fait avancée et qu'ils sont en train de venir nous péter la gueule. Donc, écoutez, là, je ferais mieux de faire gaffe parce qu'ils sont peut-être en train de scanner tout le territoire, hein, pour vérifier que personne ne les espionne ou je ne sais pas quoi. Donc, je ferais mieux de couper mon ordinateur, hein, pour ne pas dégager d'ondes électromagnétiques qui pourraient être repérées au loin et de me cacher sous mon bureau, hein. D'ailleurs je vais faire ça maintenant, hein. Excusez-moi si le son est dégueulasse, hein. Je vous parle depuis mon casque avec micro, hein. Je vais fermer mon ordi puis ensuite je vais observer tout ce qui se passe et puis je vous tiens au courant, hein. D'accord? Restez connectés, je reviens, restez connectés. Dites, il se passe des choses absolument incroyables. C'est bien pire que je ne pensais. Non, en fait, c'est exactement ce que je pensais. C'est comme je vous disais, l'invasion a commencé. Je répète, l'invasion a commencé. Les extraterrestres sont en voie d'envahir la Terre depuis le Luxembourg. C'est absolument incroyable ce que j'ai sous les yeux. Depuis ma fenêtre, je peux voir que les couleurs dans les nuages au loin, ça a doublé d'intensité. D'ailleurs, la guerre a commencé. Ils sont en train d'exterminer tout le monde. J'entends des bruits d'explosion. Et là, je suis absolument terrifié, je vous avoue. J'essaie de me maîtriser le mieux que je peux, mais j'entends des bruits motorisés, mais absolument cacophoniques, qui s'approchent peu à peu de chez moi, et j'entends des cris, mais étranges. Je suis tétanisé. D'ailleurs, je crois que je vais... Excusez-moi, je vais vous laisser le temps de couper toutes les lampes pour être sûr, en espérant que ma maison va passer inaperçue, que je serai épargné, hein. Je vous tiens au courant. Putain, je sais pas si je pourrai revenir, donc je vous dis peut-être adieu, excusez... Eh ben écoutez, j'ai plutôt un genre de bonne nouvelle en fait. C'est en fait, c'est une fausse alerte, hein. Je suis désolé, hein, c'est ma faute, je l'avoue, hein, j'ai un petit peu débloqué. En même temps, bon, ça devait arriver. Je veux dire, je m'ennuyais ce soir, donc j'ai un petit peu entrepris de ranger ma salle de bain, notamment mon armoire à pharmacie. Donc pour pas gaspiller, quand même, j'ai un petit peu mangé les médicaments périmés que j'ai trouvés. Donc voilà, donc je me suis un petit peu trompé. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Je suis sûr que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, hein, voilà. Donc écoutez, pour éclaircir la situation, tout simplement les lumières colorées dans le ciel au loin et les bruits d'explosion, c'était seulement des feux d'artifice, et puis les chars, enfin les bruits de motorisation machin, là c'était des chars, hein, de défilés. C'est tout simplement parce que merde, c'était la fête nationale du Luxembourg ce soir, et puis bon, j'étais pas au courant, donc j'ai un petit peu mal interprété tout ça. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, hein. Je me répète, hein, mais je suis sûr que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Excusez-moi, je bafouille, mais bon, c'est un petit peu les anxiolytiques à trop forte dose, ça fait un peu trembler. Enfin bon, voilà, donc fausse alerte, mais restons sur nos gardes. On ne sait jamais quand la véritable invasion pourrait avoir lieu.
Bien le bonsoir, chers auditeurs. Et oui, j'ai été au regret de vous imposer une nouvelle longue absence, mais que voulez-vous, En ces temps estivaux, je me suis vu, mais vraiment obligé de rentabiliser mon merveilleux achat que j'ai fait il y a de ça 2 ans, en l'occurrence ma superbe villa au bord de ma merveilleuse piscine. Et oui, bon, voilà, bon, du coup, actuellement, voilà, je suis juste repassé ici au Luxembourg pour régler quelques papiers. Et bon, j'en ai profité pour loger dans ma maison locale, et puis voilà que, bon, vous l'avez sûrement remarqué, vu que ma fenêtre est ouverte, vous avez dû l'entendre, oui, j'ai été surpris par un orage, mais terrifiant, donc d'une intensité, mais pas banale, Et oui, c'est un peu l'apanage de ces chaudes après-midi de fin d'été, tout ça. Et bref, bon, voilà que je suis plus ou moins enfermé, du coup, et je m'ennuie un petit peu, alors. Ah oui, tiens, j'y pense, puisque je parle de ça, j'ai une bonne nouvelle à vous faire partager. Figurez-vous que j'ai arrêté la clope et le martini. Si, j'en ai profité, voilà, j'ai profité de cet isolement, de ce temps libre pour méditer un peu et me recentrer sur les vraies priorités de la vie, tout ça. Et donc oui, voilà, écoutez, à la place de ça, j'ai découvert 2 nouveaux amours, l'absinthe et les cigarios à la vanille. Oui, on ne vit qu'une fois, que voulez-vous, Mais enfin bref, voilà, bon, écoutez, que diriez-vous de... Attendez. Voilà, je viens de mettre le feu à mon verre d'absinthe avec le bout incandescent de mon cigario, voilà. Je pose le verre par terre sur le tapis, voilà, et je vous propose de venir avec moi ici, de vous asseoir donc sur mon tapis en cercle autour de cette merveilleuse flamme verte et de profiter de cette ambiance orageuse et mystérieuse pour écouter une merveilleuse histoire sombre à souhait. Si notre histoire se déroule toujours dans notre merveilleux royaume qui est lointain sans l'être, avec un sol propice à la poussée des carottes, l'époque différera quelque peu pour une fois, car les événements que je vais vous conter se sont passés il y a un peu moins de 2 siècles. C'est parti. L'aventure tournera autour de Cédric, un jeune instituteur fraîchement sorti de l'académie de formation des enseignants. À une époque où être instituteur était occuper une fonction prestigieuse, oui, époque nous semblant bien mystérieuse en ces temps de décadence importée de l'étranger, où le savoir est perçu comme une maladie. Parce qu'il faut bien le dire, entre les navets américains, la suffisance des Noirs et l'invasion des barbares musulmans, il y a de quoi perdre un petit peu son latin, n'est-ce pas? Mais soit. Revenons à Cédric, donc notre jeune fonctionnaire en devenir, mais qui vivait cependant chez sa mamie, vieille femme aveugle, qui aurait développé un sens extrasensoriel pour compenser son handicap. Et c'est justement en compagnie de l'aïeul et lors du petit déjeuner que commença l'aventure tragique de notre cher enseignant en herbe. Bonjour, mamie. Oh, Cédric, enfin debout. Oui, c'est vrai, la soirée des remises de diplôme a été un peu longue, je suis rentré tard hier soir. C'est rien. Assis-toi, j'ai posé le journal du matin sur la table si tu veux. Mamie, c'est le paillasson de l'entrée là que t'as mis sur la table. Ah, j'ai pas vu, forcément. Donc ton journal doit toujours être devant la porte. Je vais le chercher. Brave petit. Une fois revenu, Cédric parcourut la page des annonces afin d'y trouver une offre d'emploi intéressante. Alors, voyons ça. Ah, il me faut du sucre. Non, pas un mi-temps, c'est pas intéressant. Aïe, je me suis cogné contre un tiroir ouvert. Ah non, cette école est beaucoup trop loin. Ça me coûterait beaucoup trop cher en train tous les jours. Aouh, je me suis envoyé la porte de l'armoire dans la figure en l'ouvrant. Non, ça c'est une annonce du télégramme rose. Ah, voilà le sucre. Aïe, la refermons maintenant. Tiens, voyons dans le petit cadre là. Bon, mais où est ma poêle à crêpes déjà? Tâtons voir. Je l'ai retrouvée. Eureka! Cri de joie amplement justifié, car notre jeune ami venait de trouver une perle, le travail idéal de ses rêves bleus les plus fous. Oui, afin d'être sûr de l'obtenir, il s'habilla en toute hâte et fonça vers la mairie sans même prendre le temps de déjeuner. Ainsi donc, monsieur, vous désireriez obtenir le poste d'enseignant au collège primaire de Hugelgrauen, collège privé certes isolé parce que situé dans des collines boisées, mais offrant une bonne rétribution, remboursant les déplacements et permettant également d'être logé sur place, en chambre, tout frais payé, c'est bien ça ? Oui, je sais tout ça. Mais pas les auditeurs, vous n'avez ni lu l'annonce à haute voix sous le coup de la surprise, ni même à votre mamie tout à l'heure dont vous auriez dès lors reçu les encouragements sur une musique entraînante. Du coup, il faut bien que quelqu'un se charge d'en parler, vous voyez ? Ah oui, désolé. Bien, reprenons. Vous êtes certes, monsieur, le premier à vous présenter pour l'emploi, mais vous me semblez avoir toutes les qualités requises. Bon, vous n'êtes pas très expérimenté, mais... j'ai quand même fait 1 mois de stage à l'école du village. Mais allez, vous avez une bonne tête. Je transmets sur le champ votre candidature à l'école.
Et c'est ainsi que Cédric sut le soir même, et par télégramme, qu'il avait obtenu le poste. La dite missive lui sommait de prendre le train pour Ugelgrauen dès le lendemain après-midi afin d'y prendre son service 2 jours ensuite. C'est donc en ce fameux lendemain, sur les quais de la gare de son petit village, que nous retrouvons notre désormais jeune instituteur de profession en compagnie de sa chère grand-maman. Ah, c'est mon train, mamie. Oh, mon petit-fils. Allons, mamie, allons. Je reviendrai chaque fin de semaine pour te voir. Et puis, merci d'avoir pris soin de moi tout au long de ces années, tu sais. Soit, mon petit, soit. Mais je tiens à te faire part de quelque chose. J'ai comme un affreux pressentiment. Une intuition profonde. Je sais que tu vas penser que j'essaye de te retenir. Mais pourtant, il me semble... C'est comme si le nom de ce collège m'évoquait un souvenir lointain. Quelque chose de si ancien que ma mémoire n'en retrouve nulle trace tangible. Néanmoins, j'ai le sentiment que ce souvenir disparu se rapporte à quelque chose d'effroyable, de sombre, Bah, il est parti. Le voyage commençait pour notre ami Cédric. Ah, il était emballé, notamment parce qu'il n'avait presque jamais quitté sa contrée. Bien qu'en forme et plein d'enthousiasme, demeurant seul et inactif dans un compartiment du train, il finit par s'assoupir, ayant peu à peu sombré dans la somnolence, à force de n'avoir autre activité que de regarder le paysage défiler. Car oui, voir des arbres fuser de droite à gauche et à toute vitesse avait quelque chose d'hypnotique, et il s'endormit alors que le train venait à croiser une haute montagne visible dans le lointain. Ah, mais qui êtes-vous ? S'exclama Cédric, lorsque, sortant soudain de sa torpeur, il vit un homme visiblement mûr et de bonne présentation, assis juste en face de lui. Il était étonné de le trouver là, alors qu'il demeurait seul dans le compartiment juste avant de s'assoupir. Allons, mon jeune ami, n'ayez crainte, je me suis permis d'entrer à l'instant, voyant que ce compartiment était le dernier avec encore des places libres. Soyez sûr que je suis désolé de vous avoir réveillé, et si vous le souhaitez, je suis disposé à vous laisser seul. Non, pensez-vous, vous m'avez juste un peu surpris, et voilà tout. Je me nomme Harold Weichenkubris, je suis notaire, je reviens de l'enterrement de feu un client avant d'honorer le testament au village de Poodle. À présent, je rentre chez moi et je descends au prochain arrêt. Et vous, monsieur ? Je me nomme Cédric Carpentier, je suis instituteur, voyez-vous. Là, je me rends à mon lieu de travail, non loin de la gare de Terminus. Ah tiens, laquelle est-ce ? La gare d'Ugelgrauen. À la simple énonciation de ce nom, le vieux notaire écarquilla les yeux, exprimant un mélange d'effroi et de colère. Il se leva d'un bond fulminant et quitta le compartiment. Étonné, réellement surpris, Cédric ne trouva rien à dire et ne put qu'être spectateur de la scène. Un peu dépassé, il redirigea lentement son regard vers la fenêtre. Un paysage tout semblable à celui qu'il avait quitté défilait encore au dehors, si ce n'est que le ciel s'était un peu assombri. Très vite, il se rendormit. Un son de cloche se fit entendre, sortant doucement Cédric de ses songes, juste à temps pour qu'il puisse s'entendre susurrer. Terminus, tout le monde descend. Ah, c'est mon arrêt. En un bond, le jeune enseignant avait rassemblé ses bagages et vestons, puis quitté le train. Au dehors, il découvrit le quai désert d'une minuscule gare, une bicoque faite en briques sur fond d'une forêt dense dont la robe émeraude se trouvait masquée par la nuit sans lune. Un peu hébété, il se tourna vers le contrôleur, celui-ci l'observant depuis l'entrée du wagon. Excusez-moi. Ah oui, merci. Par où dois-je aller pour me rendre au collège ? Mais notre ami ne reçut nulle réponse. Alors que le train redémarrait, le vieil homme en képi se contentait de le fixer, l'air ébahi, à la fois effaré et sceptique. Le train accéléra et disparut rapidement en contrebas, empruntant l'aiguillage qui lui fit faire demi-tour, laissant Cédric seul au milieu de l'obscurité. Le jeune homme trouva inquiétant qu'aucune lampe à gaz n'ait été installée pour éclairer l'endroit. Depuis que le train était parti, on n'y voyait plus à 2 mètres. Notre ami, angoissé mais encore convaincu que la situation était solutionnable, décida d'entrer dans la gare afin de demander de l'aide. Il fait noir ici. S'il avait été inquiet jusque-là, c'est maintenant l'incompréhension la plus totale qui le prit aux tripes. L'intérieur était non seulement aussi sombre qu'au dehors, mais le peu qu'il put en voir avait de quoi laisser quiconque soupçonneux.
Le sol était jonché de morceaux de meubles brisés et de vieilles étoffes. Partout trônait la poussière et se pavanaient de vastes ouvrages arachnéens, comme une insulte à la modernité. Cédric fit quelques pas, manquant de trébucher sur les restes d'un vieux landau, et s'approcha du guichet. D'une main peu sûre, il fit pivoter le fauteuil du guichetier qui lui tournait le dos, mais sur le siège ne demeurait qu'un tas de matière visiblement desséchée et fort peu identifiable. Toutefois, si on forçait l'œil, on pouvait presque distinguer... Un choc violent projeta le jeune garçon contre un mur. Affalé, étourdi, il releva la tête, apeuré, cherchant d'où pouvait venir le coup, mais il ne distinguait rien. Il repensa à sa pauvre grand-mère, elle qui était aveugle. Dès lors, il tendit l'oreille, cherchant dans l'air ce que ses yeux ne pouvaient percevoir. Il entendit une respiration lourde. Un son d'impact, comme celui d'un énorme pied corrigeant le sol de son immobilité. Puis un autre, plus proche, et encore un autre. Jadis, non pas un demi-siècle plus tôt, mais non loin d'autant cependant, arrivée de nulle part, certains dirent de l'est lointain, d'autres des étoiles, vint une créature. La bête, l'ont-ils appelée. Celle-ci erra quelque temps dans la région, allant de village en village, insaisissable, invulnérable, ressurgissant à chaque nuit sans lune et se repaissant de quelques paysans des environs avant de redisparaître. La menace avait été prise au sérieux, mais ce n'est qu'après une sombre nuit que les paysans du pays se mobilisèrent enfin. Le monstre s'était introduit de nuit dans la petite école des collines et avait dévoré tous les jeunes pensionnaires. Révulsés, révoltés, les habitants traquèrent la bête pendant 3 jours jusqu'à l'acculer dans cette petite gare où elle s'était réfugiée. Ne pouvant la tuer car rien n'y faisait, ils conclurent un accord avec elle. Celle-ci demeurerait en cet endroit, ne le quittant jamais plus, en échange de quoi ils lui enverraient à chaque nuit sans lastre une proie humaine choisie par eux et menée à elle par quelque duperie. L'accord tenait toujours. La bête savourait son repas, mais il faudrait le faire durer pour ne pas manquer jusqu'à la prochaine nuit sans lune. Des fois, être au chômage, c'est bien. Et voilà, encore une de fête. Ah, c'était quand même très sympathique de faire ça sous l'ambiance de l'orage, là, à l'extérieur, orage qui continue d'ailleurs. Ah, il est long, comme quoi on a bien fait de prendre un petit peu de temps pour s'amuser, d'ailleurs. Oh, regardez, ça c'est amusant, il y a la flamme de l'absinthe qui vient de s'éteindre, il faut croire que tout l'alcool est consumé. Oh, bah je vais peut-être le boire, tant que je suis là, attendez. Ah non, mais on dira ce qu'on veut, mais sans alcool c'est quand même pas pareil, oui, puisque tout l'alcool a brûlé. Mais écoutez, je crois que je vais quand même me laisser tenter et je vais peut-être rajouter une petite léchette de martini pour rehausser le goût. Ah oui, que voulez-vous, on ne vit qu'une fois et puis on ne se refait pas. Bien le bonjour, chers auditeurs. Oui, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était plus vu, tout ça. Oui, parce que je suis quelque peu occupé pour l'instant, d'ailleurs, aux grandes dames de certains de mes fans, notamment un certain Mon Prénom. Oui, c'est le nom qu'il a choisi, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais bref, je crois que lui et vous tous serez ravis donc de ce petit retour improvisé que je vous offre, en vue de vous faire un petit communiqué sur la fin du monde. Oui, parce que on le sait tous, il y a une espèce d'information qui circule comme quoi ces connards de Maya auraient prévu éventuellement peut-être la fin du monde pour le 21 décembre de cette année. Alors bon, évidemment, ça va être un petit peu l'événement majeur du millénaire, parce que oui, ça n'arrive pas tous les jours à la fin du monde. Enfin, les Jéhovahs en parlent souvent, mais c'est une autre histoire. Alors bref, voilà, bon, cet événement va être absolument époustouflant,
Normalement, oui, normalement, parce que voyez-vous, on est quand même un petit peu en droit de craindre que se produise, voilà, à nouveau, un flop, un fiasco, un peu comme on en a connu à l'époque, avec le bug de l'an 2000, oui, parce que bon, ça avait déçu énormément de gens, cette chose-là, on avait fait un tapage, mais énorme, avec cette histoire de fin du monde potentiel, d'âge technologique qui serait ruiné par un bug informatique général. Ah oui, mais en fait, non, ça n'est pas arrivé, hein, et à la grande peine de tous, hein, notamment de nos amis américains, hein, qui s'étaient fait bourrer le crâne pour acheter des packs de survie, là, qui contenaient des conserves pour des semaines et un générateur électrique, tout ce genre de choses, et voilà, ils ont dépensé des fortunes pour ça, et ça ne leur aurait pas servi, ça leur est resté sur les bras, hein, voilà, donc ce serait vraiment, vraiment dommage qu'on en arrive là, je me suis dit. Et alors bon, en tant que, vous le savez bien, en tant que bienfaiteur de l'humanité, et vu l'enthousiasme suscité par le dit événement, voilà, je me sentirais mal que le jour J passé, il ne se passe rien. Alors bon, hein, j'ai pris sur moi de faire en sorte que la fin du monde ait lieu quoi qu'il arrive. Oui, enfin, actuellement, vous l'avez peut-être remarqué, je suis dans un endroit assez spécial. Je suis, voilà, dans une galerie souterraine, hein, très profondément sous terre. Et voilà, bon, je m'apprête à m'approcher au plus près possible du centre de la Terre pour aller poser des charges explosives puissantes en vue de faire péter la planète si jamais rien ne se passait le jour de l'apocalypse. Oui, je sais, je suis généreux, hein. Oui, oui, vous me direz quel genre de charge. Ben, en fait, il s'agit de têtes de bombes A. Oui, c'est extrêmement puissant, ce sont les bombes les plus puissantes qu'on connaisse. Et comment les ai-je eues? Oh, je peux bien vous le confier après tout, hein, au point où on en est, hein. Ben, figurez-vous qu'il y a une semaine de ça, je passais voir mon bon ami Dédé. Si, Dédé, Fidel Castro, vous savez, le gouverneur, enfin l'ex-gouverneur, de ce merveilleux îlot simili-soviétique qu'on appelle Cuba. Et bon, voilà, je passais par là pour aller chercher ma commande de cigarillos à la vanille, et je suis passé lui faire un petit coucou, et là-dessus, il m'a dit: ah, Esba, mon bon Esba, j'aime bien la retraite, j'apprécie, hein, c'est ce côté un petit peu farniente que tous les jours m'offre, mais il me manque de pouvoir diriger le pays, et il me reste plein de souvenirs cependant que je ne me lasse pas de regarder, de mirer chaque jour qui passe. Et là il m'a montré plusieurs caisses qu'il avait dans sa cave et qui contenaient toutes ces ogives, et je me suis dit voilà, c'est là que l'idée a commencé à germer, aussi si bien que le lendemain de ma maison en Thaïlande, voilà, j'ai décidé de le rappeler pour lui demander si je pouvais les lui emprunter. Et généreux comme il est, oui, c'est un communiste, que voulez-vous, il a bien voulu, donc voilà, le projet est en cours. Voilà, donc je devais encore devoir marcher un petit bout de temps en traînant derrière moi ces caisses, mais surtout ne vous en faites pas, hein, j'ai de quoi tenir plusieurs jours, donc je pourrais m'approcher. Oui, j'ai pris des provisions et un générateur. Oui, comme quoi c'est ironique. Donc voilà, j'ai de quoi voilà, m'approcher le plus possible du centre de la Terre et puis poser les charges, et vous pouvez compter sur moi. Cette fin d'année sera inoubliable.